Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, il est l'heure, 14 heures, me semble-t-il. Nous allons commencer cette première table ronde organisée par l'École nationale supérieure de sécurité sociale. Le thème, on s'est inscrit, c'est la première fois que cette école, alors je suis le directeur de cette école, je m'appelle Dominique Libaud, et je vais animer ces deux tables rondes qui tournent beaucoup sur le vieillissement de la population, les vulnérabilités et la façon dont notre pays est prêt ou pas prêt à faire face à cette évolution démographique qui est extrêmement importante à mes yeux. Alors à mes yeux, je dis tout de suite, je suis directeur d'un 3S, je ne suis pas complètement novice sur un tel sujet, puisque je me suis un peu de parti pris, parce qu'évidemment c'est un sujet qui m'interpelle, et j'ai commis un rapport qui s'appelle Grand âge et autonomie, à la demande du Premier ministre de l'époque, qui s'appelait Édouard Philippe, donc c'est pas il y a une éternité, en 2019, qui était censé préparer, je dis ça notamment sous le contrôle de ma voisine de gauche, je dirais pourquoi, donc une grande loi autonomie qui à l'époque était envisagée par le président de la République. Et ensuite, j'ai commis du reste un deuxième rapport, et on en parlera quelque part dans la deuxième table ronde, puisque je préconise la mise en place d'un service public territorial de l'autonomie. Donc un nouveau type de service public, enfin comment organiser le service public auprès donc des personnes âgées et en situation de handicap. Voilà, c'est le deuxième thème qui nous réunira. Alors vous voyez, ça s'inscrit parfaitement, me semble-t-il, dans le thème des journées d'économie, surmonter nos fragilités. On est bien dans le thème, et donc on est très heureux de cette première participation EN3S, École nationale supérieure de sécurité sociale, à ces journées. Donc on vous accueille tous dans la salle, enfin voilà, c'est les principes de ces journées, hein, c'est ouvert à tout le monde et nous en sommes très heureux donc de pouvoir vous accueillir. Mais je précise aussi que dans la salle, donc il y a une population un peu particulière, puisqu'il y a les étudiants EN3S de la promotion en cours à l'EN3S qui sont dans la salle. Voilà. Vous avez tous, bien sûr, non seulement le droit, mais on souhaite énormément que vous puissiez intervenir, réagir donc par rapport à ce qui va être dit par les intervenants dans ces tables rondes. N'hésitez pas à lever la main. Normalement, j'ai deux collaborateurs, un en bas, un en haut, hein, parce que pour ceux qui sont en bas, je signale, il y a aussi du public dans la partie haute de l'amphithéâtre, donc qui vous tendront un micro. Donc j'essaierai à certains moments de provoquer, enfin de dire il y a temps pour des questions, mais n'hésitez pas, je pense que les intervenants accepteront bien volontiers d'être interrompus sur ces sujets. Alors, les intervenants, qui sont-ils ? Évidemment, alors je suis alors d'abord très très heureux et très reconnaissant aux intervenants qui ont bien voulu venir, parce que je le dis sincèrement, je pense que j'ai autour de moi un plateau de très haute valeur, effectivement, et de même dans la deuxième table ronde de tout à l'heure. J'ai à ma droite Emmanuelle Cambois, qui est directrice de recherche à l'INED et directrice de l'Institut de la longévité, des vieillesses et du vieillissement. Donc, vous voyez déjà avec le titre, une spécialiste du vieillissement, et elle va nous parler effectivement donc du vieillissement de la population française, et un peu introduire le sujet, de quoi on parle et quelle est la situation de la France par rapport à ce sujet du vieillissement. C'est ce que je lui ai demandé, voilà, je pense que c'était vraiment la personne idoine pour poser les sujets. Ensuite, je donnerai la parole à Cécile Courrèges, qui alors donc n'est pas immédiatement à ma gauche, mais hop, à côté là, Cécile Courrèges, entre donc Clément et Anne-Marie. Et Cécile Courrèges est donc directrice générale de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà, tout le monde sait aujourd'hui ce que c'est qu'une ARS, hein, une agence régionale de santé, et son rôle fondamental dans l'organisation du système de soins en France. Et je la remercie beaucoup. Et j'ai demandé à Cécile
de nous évoquer donc les enjeux pour le système de santé de ce vieillissement de la population et comment elle voit les choses et est-ce qu'on est préparé dans le système de santé aujourd'hui en France ou pas, ou les difficultés aussi, parce qu'évidemment, vous vous doutez, la réponse elle n'est pas si binaire que ça, c'est pas si simple que ça, et du reste, je le dis tout de suite, enfin quand on regarde les pays voisins, c'est pas, ils ont aussi bien des difficultés, mais donc voilà, regard de quelqu'un qui est sur le terrain et qui, tous les jours, effectivement, se préoccupe de ces sujets de l'organisation. Quand on parle du système de santé, l'ARS, je vous rappelle pour ceux qui sont un peu plus loin, c'est pas seulement l'hôpital, c'est aussi les soins de ville, le médico-social, c'est la vision globale de l'offre de soins médico-sociaux en France. Ensuite, je donnerai la parole à Anne-Marie Armenteras de Saxé, qui est à ma gauche, qui aujourd'hui est présidente du conseil d'administration d'une agence qui s'appelle l'ANAP, l'Agence nationale de l'appui à la performance, qui est une agence qui aide les établissements de santé et médico-sociaux dans leur performance, pas seulement économique, mais aussi écologique, mais aussi sociale, globale, donc c'est la vision au sens large. Anne-Marie a tout un parcours dans le système de santé, puisqu'elle a été, comme Cécile du reste, directrice générale de l'offre de soins donc, au ministère de la Santé. Donc j'ai 2 anciennes directrices générales de l'offre de soins à mes côtés. Elle a été en ARS aussi, auprès de Claude Evin à l'ARS Île-de-France. Et elle a été aussi conseillère santé du président Macron, notamment pendant la crise Covid. Donc on peut se douter qu'elle n'a pas chômé pendant cette période donc auprès du président Macron. Et enfin, nous aurons Clément Boxebeld, alors qui va rapporter un regard un peu décalé par rapport à cette table ronde. Le sujet, c'est sommes-nous prêts par rapport au sujet du vieillissement de la population française, et un des sujets qui nous interpelle au-delà des sujets du système de santé, de l'offre médico-sociale, enfin tous ces sujets très importants, hein, évidemment. C'est aussi, et je pense que Anne-Marie en parlera aussi, hein, mais c'est la façon dont notre société est prête finalement par rapport à ce sujet du vieillissement, et notamment par rapport à un risque qui est majeur, et on le voit dans toutes les enquêtes auprès des personnes âgées, qui est celui de l'isolement. Au-delà des sujets de santé et tout ça, voilà, l'isolement est une des questions fondamentales pour une société face au vieillissement de sa population, sujet qui était déjà abordé par Simone de Beauvoir, hein, dans son livre sur la vieillesse, par exemple, mais aussi par Pierre Laroque, quand il faisait Pierre Laroque est le fondateur, enfin, se considérait plus ou moins comme fondateur de la sécurité sociale en France, qui avait fait un rapport sur la vieillesse au début des années 60, c'est est-ce que nous créons une société qui permet aux uns et aux autres de vivre ensemble et de vivre notamment sa vieillesse avec les autres, où effectivement nous sommes dans une sorte de relégation des personnes âgées et très âgées, soit isolées chez elles, soit dans des établissements un peu fermés sur le monde. Voilà. Et face à ces sujets, tout ce qui est intergénérationnel, toutes les expériences, tout ce qui permet de faire de l'intergénérationnel est très intéressant, et Clément a fait une sorte de tour du monde de ces expériences intergénérationnelles. Nous en présentera quelques exemples donc, dans cette table ronde. Voilà donc le menu pour cette première table ronde. Avant la deuxième, donc, il y aura une petite pause entre les 2 tables rondes, et sur le service public territorial de l'autonomie. S'il n'y a pas de remarques, s'il n'y a pas de questions, je propose de commencer tout de suite avec Emmanuel Cambois, et donc une présentation de la situation du vieillissement de la France. Donc, de quoi on parle finalement ? Bonjour à toutes et à tous, et merci Monsieur Libaud pour cette invitation. J'espère que le micro fonctionne. Donc je mets ma casquette de démographe et je reste ouverte à toutes les questions qui n'auraient pas été couvertes dans cette présentation, qui sont nombreuses. Petit cadrage, donc vous le savez probablement tous, l'espérance de vie en France a doublé en 2 siècles. Vous voyez ici une représentation de l'espérance de vie des femmes et des hommes qui est autour de 85 ans pour les femmes aujourd'hui, et d'un peu plus de 77 ans pour les hommes, donc un écart qui est bien connu. Comment on est arrivé à ces espérances de vie très élevées ? Eh bien, dans la période la plus récente, par des gains face à la mortalité qui se sont situés très majoritairement aux grands âges, après 70 ans pour les femmes et après 60 ans pour les hommes.
Des gains qui sont dus à une meilleure gestion de la santé et des risques de la mortalité. Des gains qui sont venus aussi par la plus longue survie de personnes qui sont atteintes de maladies chroniques et qui donc survivent de plus en plus longtemps à des pathologies qui auparavant les saisissaient et provoquaient des décès. Donc une émergence de groupes d'âge très élevés dans la population, élevés et très élevés. Il faut savoir que si effectivement on est passé sur cette même période de 2 millions à 14 millions de personnes âgées de plus de 65 ans, on voit la partie immergée de l'iceberg, si je puis dire, en voyant le découpage par groupe d'âge et en disant que cette augmentation a touché aussi de manière très prononcée l'augmentation des personnes âgées de plus de 75 ans et même la population âgée de plus de 85 ans. Aujourd'hui, la population des centenaires est de plus de 30 000 personnes en France, comme le montre l'INSEE. On voit aussi, avec une casquette de chercheur, l'arrivée à des très très grands âges, ce qu'on appelle les super centenaires, pour ceux qui connaissent l'expression, c'est-à-dire d'avoir dépassé l'âge de 110 ans. C'est encore assez exceptionnel, mais le fait que ces survies extraordinaires existent nous intéresse beaucoup en tant que démographe pour aller essayer de comprendre qui sont ces personnes qui atteignent de si grands âges. Alors, sans aller dans de grands discours, une figure représente tout à fait ce qu'est le vieillissement démographique, c'est la pyramide des âges, où on voit les effectifs de population répartis entre femmes et hommes ici, et par groupe d'âge. Et donc on voit cette forme très particulière qui ne ressemble plus trop à une pyramide aujourd'hui, parce que justement on survit d'âge en âge de plus en plus longtemps, et qui est aussi évolutive face à l'autre mouvement qui compose le vieillissement de la population, qui est la fécondité. Donc avec des générations pleines que vous connaissez certainement, les baby-boomers qui sont nés juste après la Deuxième Guerre mondiale, et puis ce mouvement de très fort nombre de naissances est étendu jusqu'en 1973. Donc on voit une génération copieuse, on peut dire, de ces générations-là qui s'affiche ici avec le bébé de baby-boomer. S'en suivent les autres générations, la génération qu'on a appelée X, puis la génération Y, la Z, et les nouveau-nés aujourd'hui, j'ai vu ça hier, sont les alphas. Donc on repart sur un autre alphabet. Restez connectés. Donc voici la pyramide des âges en 2023. Et qu'est-ce qui se passe en fait avec ces effectifs ? Des effectifs qui se réduisent un petit peu à la naissance, mais qui sont toujours de 9 millions respectivement pour les femmes et les hommes. Des effectifs plus importants, évidemment, puisqu'on est sur plus de générations, et qui sont gonflés par la présence de baby-boomers dans cette tranche d'âge actif, on va dire, entre 20 et 65 ans. Et puis les 65 ans et plus, donc vous voyez ici que c'est l'entrée des baby-boomers qui font augmenter ces effectifs et qui préoccupe donc les gestionnaires sur la manière dont la protection sociale va supporter cette arrivée massive d'effectifs à ces âges-là. Si on parle en termes de pourcentage de la population, c'est ça qu'on appelle le vieillissement, c'est qu'est-ce que représentent les plus âgés sur l'ensemble de la population. Et on voit qu'aujourd'hui, on a un peu plus de 23% chez les femmes et 19% chez les hommes, de 65 ans et plus dans la population totale. Les démographes font des projections de la population sur la base des individus présents ici et qui vieillissent, et on prend le risque de faire des projections jusqu'en 2070, ce qui n'est pas un très fort pari pour les générations existantes, mais qu'il est un peu plus sur les générations à venir. Alors si on voit l'évolution, bien, la population s'accroît d'ici 70. Nos générations que je vous ai représentées tout à l'heure vieillissent, donc histoire de vous montrer ici que les vieux n'arrivent pas comme ça tout d'un coup, mais que ce sont bien ceux qui sont là aujourd'hui et ceux qui sont là dans cette salle qui formeront la population âgée de demain, ce qui est important en termes de considération envers cette population. Alors qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien que là, les baby-boomers atteignent 100 ans, et sont tout en haut, la plupart seront décédés. Mais il reste encore des baby-boomers dont je fais partie, et en 2070, j'aurai tout juste 100 ans, et je vous invite d'ores et déjà à mon anniversaire. Mais vous voyez aussi que les générations XY
seront parmi cette génération âgée. Donc, cette photo que j'aime beaucoup avec les bretelles X et Y. Donc, oui, vous êtes là aujourd'hui et en 70, vous serez concernés par les problématiques dont nous allons parler pendant ces journées. Ce qui est intéressant d'ores et déjà, c'est qu'on voit que depuis un certain temps, on vieillit avec ses parents et puis on vieillit avec ses enfants aussi. Et on va se retrouver avec plusieurs générations familiales, au-delà de l'âge de 65 ans. Mais qui dit génération familiale dit aussi plus généralement le fait que cette population âgée est faite de très nombreuses générations en termes d'années de naissance, de cohortes cette fois-ci, qui sont passées à travers des événements historiques de grande ampleur. Et vous comprenez bien d'ores et déjà que cette population dont on parle souvent par les plus âgés, nos aînés, les seniors, sont en fait une population extrêmement hétérogène, faite d'hommes et de femmes qui ont vécu des histoires avec un grand H extrêmement différentes. Et on a tout de suite en tête l'idée de se dire que ce n'est absolument pas la même chose d'avoir combattu lors d'une guerre, par exemple, et d'être né après la guerre, au même âge. Évidemment, les problématiques, les besoins et les ressources vont être totalement différentes. Donc vous voyez ici qu'il va y avoir effectivement un peu plus de personnes âgées par rapport à aujourd'hui, et un peu moins de personnes d'âge actif ou de personnes de 0 à 20 ans. La population 70, on l'estime, sera passée dans les 30%, au-delà de 65 ans, dans le reste de la population. Voici une première idée de cette diversité, c'est que je parlais de la diversité en France, mais vous voyez ici par la forme des pyramides des âges dans les années 20, puis dans les années 50, je n'ai pris que 3 exemples ici, mais de pays très voisins des nôtres, des histoires qui vont avoir modulé les problématiques du vieillissement de la population de manière totalement différente selon le pays. Et vous voyez que la problématique de l'Italie est assez particulière, avec une fécondité très faible par rapport à la France, et ce resserrement, on dirait presque un plastron romain en bas, avec un resserrement, une pyramide très cintrée, qui n'a vraiment, alors là pour le coup, plus rien du tout d'une pyramide, voire on parle même pour certaines populations d'une pyramide inversée. Alors qu'est-ce que ça veut dire, vieillir et le vieillissement de la population? Eh bien c'est vieillir autrement. L'espérance de vie s'allonge, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on avance en âge, mais qu'aussi les temps de la vie s'étirent considérablement. On n'a pas du tout les mêmes perspectives quand on a une espérance de vie de 85 ans que quand on a une espérance de vie de 60 ans. L'allongement de la vie entraîne donc un étirement des temps de la vie, et y est associée une modification des comportements au travail, des comportements familiaux, des comportements conjugaux, et donc une diversification très importante au sein de chaque cohorte, au sein de chaque génération, des parcours de vie. Le temps d'études et de formation s'est considérablement allongé. On a un recul de l'âge à l'entrée en activité, un recul de l'entrée en conjugalité et au premier enfant, des vies familiales et professionnelles qui se sont excessivement diversifiées aussi par rapport à ne serait-ce que 3 ou 4 générations en arrière, des problématiques d'entrée en grand-parentalité, chose qu'on n'évoquait pas spécialement dans les cohortes précédentes, et puis des problématiques de devenir aidant avec les parcours qu'on a, les familles qu'on a constituées et la manière dont vont interagir au sein des familles ces générations et plus généralement dans la population, les cohortes successives vis-à-vis de celles d'au-dessus et de celles d'en dessous. Une diversification des parcours qui fait que vivre plus longtemps, c'est vivre de multiples façons. Et vous voyez ici que quand on parle d'autonomie, de santé, eh bien on a finalement et heureusement une petite partie de ce que représente la problématique du vieillissement et de comment la société doit s'adapter au vieillissement démographique, qui n'est pas que les problématiques d'autonomie et de santé, mais aussi plus généralement de participation sociale. Et en récupérant une photo des maires des communes de France, je suis allée regarder un peu les données. L'âge moyen des maires aujourd'hui est de 62 ans. Donc, une problématique qui est comment on s'adapte à ces nouvelles vies à tous les âges. On peut donner quelques chiffres et si vous êtes intéressés, nous avons rédigé un gros article d'une centaine de pages avec mes collègues Carole Bonnet et Roméo Fontaine sur les conditions de vie dans des
divers pays, 40 pays qui ont l'espérance de vie la plus longue, pour essayer de regarder quelles sont les situations de vie et les problématiques. On voit ici, par exemple, que la population âgée est de plus en plus diplômée. Ici, vous avez représenté, dans la tranche d'âge 55-74 ans, la part de ceux qui n'ont aucun diplôme dans la population. Et les barres noires sont la période... c'est un peu loin, en 2010, et le rouge, c'est en 2019. Donc vous voyez, dans divers pays européens, la part que représentent les personnes qui n'ont aucun diplôme dans la population âgée se réduit au fur et à mesure que les générations atteignent ces grands âges et avec la généralisation de l'accès à l'éducation. C'est aussi une population qui est de moins en moins pauvre en moyenne. Évidemment, il y a de très fortes inégalités sociales, mais justement, l'idée est de se dire que cette population n'est pas homogène, elle est très hétérogène, et qu'en moyenne, il y a une diminution du taux de pauvreté chez les plus âgés comme parmi les retraités, mais avec une diversité et des inégalités très fortes. Vivre chez soi, c'est une question qui est posée aujourd'hui et dont on parle beaucoup. Là aussi, c'est avec des conditions de vie en moyenne très différentes au fil du temps. Et on voit par exemple ici sur ce graphique, parmi les 65 ans et plus et parmi les 80 ans et plus, la part de ceux qui vivent à domicile, ici on n'a pas les institutions, qui vivent seuls, c'est ce qui est à la base, les barres grises, donc la part de ceux qui vivent seuls dans la population résidant à domicile chez les 65 ans et plus et chez les 80 ans et plus. Vous voyez que cette part augmente, notamment chez les 85 ans et plus, c'est-à-dire que davantage de gens restent seuls, restent chez eux à domicile, y compris lorsqu'ils sont seuls. La part un peu plus rouge est celle de ceux qui vivent en couple, et vous voyez que là aussi, on vit plus souvent à deux, ce qui a aussi des implications en termes de manière de fonctionner au quotidien. Et puis, vous avez les autres ménages, des ménages intergénérationnels ou autres, qui diminuent fortement par cette diversification, notamment des parcours de vie et de la manière dont on a construit sa vie familiale et sa vie conjugale. Alors, vieillir, mais dans quel état de santé? Ça, c'est une préoccupation qu'on a. Et vous voyez les formidables représentations qu'on avait des cycles de vie, de la roue de la vie. Donc vous voyez que jusqu'à 50 ans, la vie est belle, on monte en discrétion, je crois, les termes sont choisis, je vous les recommande. À partir de 50 ans, c'est pas beau à voir, hein, donc on commence à être sur l'âge défaillant, après il y a la décrépitude, puis après vous voyez pas très bien, mais celui qui est allongé, qui a plus de 100 ans, là où je vous invite à mon anniversaire plus tard, et bien là, sur le petit carnet, il y a marqué, la petite feuille qui tient à la main, c'est l'âge de l'imbécilité et de l'enfance. Voilà, donc la boucle est bouclée. Une image qui, comme je l'espère, vous avez pu le constater sur les photos du vivre multiple, que fort heureusement, on n'en est pas là. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se préoccuper de la partie de la population âgée avec des problèmes de santé. Car on le sait bien, plus on vieillit, plus on est exposé à des problèmes de santé, voire au cumul de plusieurs problèmes de santé. Et c'est là les situations qu'il nous convient de gérer. Donc, depuis très longtemps, je travaille sur ces indicateurs qui s'appellent les espérances de vie en bonne santé, qu'on décline avec autant d'indicateurs de santé qu'il existe, c'est-à-dire qu'on parle souvent d'un indicateur qui irait dans des sens différents. En fait, non, on a plusieurs indicateurs en fonction de la problématique de santé qu'on mesure, et c'est en voyant cette diversité d'indicateurs qu'on s'intéresse aux situations des personnes. Donc ici, vous avez l'espérance de vie totale, et puis la partie assurée, c'est en moyenne le nombre d'années de vie qu'on passe dans l'espérance de vie avec le problème de santé particulier indiqué là. Donc le premier, c'est ce qui intéresse la logistique et l'organisation des soins de longue durée, on va dire. Ce sont les années en situation de risque fort de dépendance. Là, on a des difficultés pour les activités élémentaires du quotidien, faire sa toilette, se laver, passer du lit au fauteuil. Et on voit que oui, il existe des années de ce type dans la vie, bien évidemment, mais que, fort heureusement, ça se situe plutôt sur une proportion assez restreinte des années de vie à vivre après 65 ans. On voit que si on prend un autre aspect de la santé, c'est l'indicateur européen dont on entend beaucoup parler, les limitations
d'activité générale, là, ça occupe une plus grande partie de l'espérance de vie. Pourquoi ? Parce que là, on demande aux gens si, à cause d'un problème de santé de long terme, ils se sentent gênés dans leurs activités. Ici, on a une acception beaucoup plus large et les gens répondent ce qu'ils ont en tête, en fait. Ça peut être qu'ils sont gênés au travail, quand on est sur une population active. Ils sont gênés pour aller faire leurs courses, ils sont gênés pour s'occuper de leur famille. Bref, c'est un indicateur qui, bien évidemment, est plus présent puisqu'on englobe beaucoup plus de difficultés. Et donc, on voit là, effectivement, qu'il y a plus d'années à vivre avec ce type de problème qui sont prédictifs de consommation de soins, bien évidemment. Donc, c'est un critère très important à prendre en considération. Ici, on a regardé les limitations fonctionnelles motrices, c'est-à-dire les gens déclarent des difficultés qu'ils ont à se déplacer, à se pencher pour ramasser quelque chose, à attraper dans un meuble, etc. Et on voit que là aussi, c'est des difficultés qui occupent une grande partie de la vie et qui sont, j'y reviendrai, mais beaucoup plus présents chez les femmes que chez les hommes. Alors pourquoi c'est intéressant de diversifier ces approches ? Parce que quand on étudie un peu plus profondément ce qu'on appelle le processus de développement de l'incapacité, eh bien, on voit que on a beau avoir des difficultés fonctionnelles, eh bien, si elles sont bien appareillées, si l'aménagement est adapté à ce type de limitation, si on est mieux équipé, eh bien, en fait, ce type de difficulté n'est pas du tout systématiquement associé à des gènes dans les activités. Et donc, d'avoir toute cette palette d'indicateurs permet de se dire qu'on a des marges de manœuvre pour limiter évidemment les risques de maladies invalidantes qui donnent ce type de difficultés, mais aussi, une fois que ces problèmes sont installés, pour gérer plus généralement et avec tous les acteurs et tous les métiers du champ, de meilleurs logements, de meilleurs environnements urbains et de meilleurs accompagnements avec des aides techniques et de la domotique, par exemple. Ce qu'on voit aussi ici, c'est que les femmes vivent plus longtemps, c'est vrai, mais que toutes les études montrent que dans les années de vie supplémentaires qu'elles ont, c'est surtout des années où elles rencontrent des difficultés de santé. Donc, c'est ce qu'on appelle le paradoxe, qui n'est pas vraiment un paradoxe, c'est que femmes et hommes, de par les parcours de vie différents qu'ils rencontrent, sont exposés à des risques de santé différents, et que les femmes sont beaucoup plus exposées à des risques invalidants plutôt que mortels, alors que les hommes sont exposés à des risques de santé, cancer, maladies cardiovasculaires, extrêmement mortels auxquels ils ne survivent pas. Donc la survie des femmes se fait souvent avec des maladies potentiellement invalidantes qui leur causent des gènes au quotidien. Très rapidement, on a regardé ce qui se passait en évolution. On est encore en train d'y travailler, mais on a vu à un moment qu'on retrouvait une période, et notamment ce qui était surprenant, c'est que c'était parmi les quinquas sexagénaires, d'augmentation des années vécues avec des limitations fonctionnelles, sensorielles, physiques ou cognitives. Et ça, c'était questionnant d'une part, mais aussi un peu interrogeant sur la manière dont on allait pouvoir gérer ces difficultés, ces limitations fonctionnelles pour que ça n'entraîne pas des gènes dans les activités. Fort heureusement, ce qu'on voit dans les derniers chiffres, c'est qu'effectivement, il n'y a pas eu une augmentation similaire des années vécues avec des restrictions d'activité. Donc, il semblerait qu'il y ait une meilleure gestion des problèmes fonctionnels, mais tout ça est vraiment à vérifier et à vraiment s'attacher à tenir compte de ce décalage entre avoir des limitations fonctionnelles qui peuvent être fréquentes avec l'âge et de faire en sorte qu'elles ne se traduisent pas par des gènes dans les activités, le besoin d'être aidé et puis jusqu'à ce qu'on appelle la dépendance ou la perte d'autonomie. Alors des différences entre femmes et hommes, et vous en avez conscience et vous le savez, des différences aussi très fortes selon le parcours de vie et les catégories sociales, ici socio-professionnelles, ce qu'on avait appelé la double peine des ouvriers au moment où cette étude est sortie, c'est que les ouvriers, ici la barre bleue, vivent nettement moins longtemps que les personnes qui ont occupé des postes de cadre, mais qu'au sein de cette vie plus courte, les ouvriers ont aussi en moyenne plus d'années à vivre avec des incapacités. Évidemment, vous voyez ici qu'il y a jusqu'à 10 ans chez les hommes de différence dans les années vécues en bonne santé, ici pris comme sans limitation fonctionnelle physique, 10 ans de différence entre les cadres et les ouvriers. Ce qu'on voit aussi ici, c'est que si les inégalités sociales sont généralement plus réduites chez les femmes en matière de bonne santé, si on prend à l'envers et qu'on regarde la mauvaise santé, on voit ici au contraire que
les femmes ouvrières ont beaucoup plus d'années avec des incapacités que les femmes cadres, et elles ont aussi des inégalités bien plus fortes que les hommes lorsqu'on prend la vision inverse. Donc une double peine des ouvriers, plus d'années d'incapacité au sein d'une vie plus courte, et on s'était intéressé à la tranche d'âge 50-64 ans, notamment du fait de ce qu'on avait vu sur la population en général, qui nous posait la question de savoir comment les gens à ces âges-là pouvaient rester sur le marché du travail en présence de limitations fonctionnelles. Et donc on avait vu que dans cette tranche d'âge-là, les incapacités étaient déjà présentes et de manière inégalement répartie selon la catégorie socio-professionnelle. Alors, ce que je voulais montrer aussi tout à l'heure, en faisant vieillir les générations alpha, Z, Y, X, etc., c'est que ces parcours de vie très diversifiés sont responsables en fait de l'état fonctionnel qu'on va atteindre à l'âge de 50, 65, etc. C'est la manière dont les personnes vont arriver avec des ressources et avec des besoins différents. Et en fait, pour nous, d'inégales jeunesse sont la cause d'inégale vieillesse, et que les approches de prévention de la perte d'autonomie sont des approches extrêmement transversales à tous les âges de la vie et transversales à toutes les politiques de la protection sociale. Des inégalités en matière de scolarité, de conditions socio-économiques, de logement, de patrimoine, de carrière viennent se cumuler au cours de la vie et provoquer des risques d'inégalité face aux besoins de santé et en décalage avec les ressources dont les gens disposent. C'est à la fois ce qui se cumule, et puis c'est à la fois les moments déterminants auxquels ces expositions peuvent arriver et peuvent venir interrompre certains parcours, notamment les parcours professionnels. Donc des parcours, des pratiques et des contextes, notamment politiques et de politique publique, qui exposent ou protègent face au risque de maladie et donc face au vieillissement en mauvaise santé. Encore une fois, les besoins de prévention et de prise en charge doivent être considérés de manière très large. On était au niveau individuel, mais il existe aussi des inégalités territoriales très fortes. Ici sont représentées les espérances de vie avec ou sans incapacité dans différents pays européens. Alors, on ne peut pas vraiment comparer terme à terme les pays, parce que dans certains d'entre eux, l'indicateur utilisé n'est pas formulé tout à fait de la même manière. Mais ce qu'on voit en tout cas, c'est des choses assez récurrentes en termes d'inégalité face à l'espérance de vie et d'inégalité face à la santé, en comparant les hommes et les femmes ou des sous-groupes de population. Et ce qu'on avait montré dans cette étude, c'est que l'espérance de vie et les années de mauvaise santé sont très corrélées avec des données de contexte, de politique, des données de richesse des pays, de provision de soins et de services, d'attention portée aux 65 ans et plus. Et il y avait une variable très intéressante qui était le pourcentage de personnes qui accédaient à la formation continue tout au cours de leur vie, qui était aussi liée à l'espérance de vie en bonne santé. Alors, des différences entre pays, mais des différences territoriales aussi. Donc, on a une espérance de vie sans incapacité beaucoup plus courte dans le Pas-de-Calais qu'à Paris, en Guadeloupe qu'à Paris pour les femmes, et ces diversités territoriales qu'on avait aussi corrélées avec des contextes socio-économiques favorables des départements. Et puis, on avait testé différents types de métiers et de structures pour les personnes âgées, et ressortait des choses intéressantes avec la profession des kinés et d'infirmiers, dont on pourra reparler. Donc, comment adapter la société au vieillissement démographique ? Et c'est vrai que j'aime beaucoup mieux ce titre qui avait été donné aux politiques du grand âge en 2015 à des choses beaucoup plus concentrées sur le bien vieillir, qui est finalement assez normatif. Et donc, si on prend comment adapter la société au vieillissement démographique, c'est déjà de contenir les évolutions et les disparités de ces années de mauvaise santé. Ça passe par la protection face aux maladies, qui passe par la protection face aux expositions aux risques, que ce soit au travail, des expositions à la pollution, des expositions à des maladies, et puis plus largement à des accidents. On parle beaucoup de la chute chez les personnes âgées, qui est un facteur déclenchant du processus de perte d'autonomie, ou encore au niveau social, protection des situations d'exclusion, même si ça ne concerne pas toute la population. De la prévention des inégalités en matière de ressources et de besoins, soins et prise en charge. Mais c'est aussi envisager les conditions de vie
au cours de la vieillesse à l'aune de tous ces parcours de vie. Et le fait que les personnes âgées d'aujourd'hui sont les jeunes d'hier et que donc tout ce qu'ils ont vécu peuvent contribuer à exposer, à protéger et à freiner les conséquences néfastes d'une maladie. C'est aussi envisager des besoins au-delà des soins de santé, une organisation et une articulation des systèmes sociaux et de santé, mais je ne pense pas que ce soit à cette table qu'on me contredira. Une adaptation de l'environnement qui passe aussi par des politiques du logement, du bâti, de l'accessibilité, du développement des aides techniques et une protection sociale, parcours de vie qui part de l'éducation en passant par la santé, les politiques familiales ou les politiques du travail. C'est enfin appréhender les évolutions au long cours et les rapports entre les âges de la vie avec une approche qu'on devrait porter et renouveler sur comment on fait s'articuler les connaissances et les compétences. Alors pour ma part, j'aimerais qu'on réfléchisse à quelque chose qui ne soit pas mettons les vieux et les bébés ensemble, parce que finalement c'est les deux parties de la population dont on ne sait pas trop quoi faire. Hein. Mais pourquoi ne pas aller où les sortants d'emploi, les pré-retraités et les tout nouveaux arrivés, mais plutôt d'avoir une vision de comment, de cohorte de naissance en cohorte de naissance, on peut s'apporter un appui et un passage de relais finalement sans faire le grand écart intergénérationnel. Donc ça demande un rapport au grand âge revisité pour bien isoler ce qui est caractéristique aux plus âgés, mais ce qui est aussi spécifique parmi les plus âgés, et donc de lutter contre l'agisme et toutes les formes d'agisme et contre l'exclusion sociale des plus âgés. Et je m'arrête là. Merci beaucoup de cet exposé extrêmement riche. Je pense que tout le monde l'aura perçu. Et je vais passer très rapidement la parole à Cécile Courrèges. Je voudrais juste dire aussi un point sur la prévention, et que vous évoquez à la fin fortement. Il y a évidemment un enjeu pour les personnes données, mais il y a un enjeu aussi pour les finances publiques, la soutenabilité des systèmes, parce que plus donc les personnes évidemment ont des facteurs de limitation et donc plus ils ont besoin d'aide, et on a heureusement des systèmes publics qui permettent de venir aider, mais on voit bien que tout ceci risque de coûter de plus en plus cher avec donc une population donc beaucoup plus âgée, et donc ces enjeux, c'est des enjeux aussi pour les finances publiques de soutenabilité du système. Hein, voilà, c'est deuxième point, et sous votre contrôle, mais aussi pour préciser les choses où on en est très précisément en France. Alors, je ne pourrais pas me tromper en disant qu'entre 2020 et 2030, c'est la génération des 75-85 ans qui augmente beaucoup, 50%, à peu près, près de 50%. Et c'est à partir de 2030 qu'on va avoir les plus de 85 ans qui vont augmenter beaucoup. Parce qu'on est... Or, la perte d'autonomie, ces phénomènes, c'est surtout après 85 ans que ça augmente beaucoup. Donc, nous avons des échéances à compter de 2030 très forte en termes démographiques sur cette perte d'autonomie. Donc tous ces enjeux, ils sont déjà actuels, mais ils vont se renforcer considérablement donc dans les années à venir. Voilà, juste les quelques compléments que je voulais donner sur l'exposé. Donc extrêmement riche et qui montre bien effectivement, je suis tout à fait d'accord sur le fond, c'est qu'ensuite la prévention, c'est pas uniquement du sujet santé, c'est effectivement santé sociale, c'est tout au long de la vie, et voilà. Mais pour autant, ça interroge aussi quand même la capacité du système de santé à prendre en charge ces questions de vieillissement. Vous avez parlé d'ailleurs du sujet de densité kiné-infirmière comme un élément qu'on retrouve ensuite dans les facteurs d'espérance de vie en bonne santé. Et donc, oui, ça interroge le système de santé, et donc, d'où je passe la parole à Cécile, en tant que directrice d'ARS, pour dire, voilà, quel regard sur le vieillissement de la population et l'évolution du système de santé. Merci. Alors j'ai préparé un PowerPoint, mais je vais pas l'utiliser véritablement, sauf 2-3 slides au départ, mais je pense que ce sera mis à disposition derrière. Je vais recentrer effectivement sur la population âgée qui a des problèmes de santé et qui est en perte d'autonomie, puisque c'est effectivement le cœur du sujet pour une agence régionale de santé. Je vais ramener justement, te montrer ce que c'est déjà le vieillissement en Auvergne-Rhône-Alpes, pour montrer, et là on voit bien, on va revoir le sujet des inégalités territoriales, là aussi qui apparaît très clairement. Là vous voyez effectivement la carte du vieillissement, vous voyez qu'on a déjà sur cette région, en fait quasiment deux régions, une région qui est déjà vieille, où le vieillissement est déjà une réalité, c'est toute l'ex-Auvergne et le sud Drôme-Ardèche,
où là, le sujet du vieillissement, il est effectivement déjà là. On voit ce gradient qui découpe la région en deux. Et alors, si on avait mis en plus une carte des indicateurs de santé associés, on verrait que aussi sur cette même carte, vous avez la même séparation entre des indicateurs qui sont favorables et plutôt supérieurs à l'état de santé moyen de la population en France, qui est toute la partie effectivement à l'est, et des indicateurs qui sont, eux, défavorables et inférieurs à la moyenne nationale. Et donc, c'est toute cette zone ex-Auvergne et Drôme-Ardèche. Donc, aujourd'hui, déjà, en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 10% de la population régionale qui a plus de 75 ans. Et si, effectivement, selon les projections, avec ces tendances se poursuivent, on sera à 18% en 2070, donc quasiment un doublement. Mais un doublement où on voit que le vieillissement va effectivement s'accélérer, mais aussi en partie se déplacer. Parce qu'on voit sur cette carte que le sujet du vieillissement va aussi aller vers l'est et vers l'arc alpin. Et donc, ce qui nous amène aussi à anticiper ces sujets-là, parce que les sujets nous poussent plutôt à se concentrer sur, par exemple, l'ex-Auvergne, alors que demain, il faut déjà qu'on pense à accompagner le vieillissement de la Haute-Savoie, de l'Isère. Donc, on voit que c'est un sujet sur lequel il faut aussi être en capacité de se projeter et d'anticiper. Et si on se concentre sur la dépendance elle-même, on est sur une projection, on aura un doublement de la dépendance d'ici 2050, avec 410 000 seniors qui seraient concernés par la dépendance en 2050 en Auvergne-Rhône-Alpes. Et on voit qu'effectivement, l'inversion de ce rapport entre la population des plus de 65 ans et des jeunes de moins de 20 ans. En 2018, il y a 4 personnes de 65 ans ou plus pour 5 jeunes de moins de 20 ans. Et c'est inversé en 2050, où on aura 6 personnes de 65 ans ou plus pour 5 jeunes de moins de 20 ans. Donc c'est effectivement donc un constat d'un vieillissement de la population qui entraîne avec lui une multiplication des pathologies chroniques et des polypathologies, un accroissement aussi du niveau de dépendance et du niveau de soins qui va accompagner, et ça c'est aussi bien vrai en EHPAD qu'à domicile, une augmentation aussi des personnes âgées avec des maladies neurocognitives. On anticipe un doublement d'ici l'horizon 2050, et qui mettent en tension, et je vais revenir beaucoup plus dans le détail sur ça, un système de santé qui, traditionnellement, était très orienté vers le soin et l'aigu. Et tout ça dans un contexte qui est important à prendre en compte, qui est un contexte d'éclatement, d'isolement du secteur médico-social et notamment des EHPAD, mais aussi de tout le secteur de soutien à domicile, d'une raréfaction des ressources humaines et d'un problème d'attractivité des métiers, alors qu'on est effectivement dans un contexte où aussi, à prendre en compte, et je vais revenir aussi dessus, on a une aspiration des personnes à vieillir chez soi. Donc 3 grands enjeux pour l'adapter les organisations et le système pour répondre donc à l'enjeu du vieillissement. C'est la continuité des parcours de santé, c'est la rénovation de l'offre, parce qu'il faut aussi pouvoir accompagner la grande dépendance et les besoins croissants en soins, et c'est le virage, réussir ce qu'on appelle le virage domiciliaire. Alors, est-ce que nous avons du jargon? On adore le jargon dans le champ de la santé, donc je vais essayer d'en faire le moins possible, mais voilà, donc on appelle, quand on essaye de soutenir le maintien à domicile dans le champ de la santé, on appelle ça le virage domiciliaire. Et quand on essaie de soutenir le maintien dans leur milieu de vie des personnes en situation de handicap, on appelle ça le virage inclusif. Voilà, donc tous nos documents, ils utilisent ces termes-là. Donc je vais sortir du PowerPoint, plutôt effectivement pour revenir sur un peu les enjeux que ça représente pour le système de santé. Et là, je voudrais m'appuyer sur un rapport, un avis que je vous invite tous à relire, qui est l'avis du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie de 2012, qui avait été piloté par Denis Piveteau, parce qu'en fait, tout y est. Et parce que là, je l'ai relu en vue de cette intervention. Plus de 10 ans après, tout est encore totalement valable. Et donc cet avis a attiré notre attention, puisqu'on lui demandait de quelles étaient un peu les orientations et les options pour anticiper ce que serait l'avenir de l'assurance maladie. Et cet avis a attiré notre attention à tous sur le fait que, effectivement, vieillissement de la population, mais qu'on ne pouvait comprendre le phénomène de vieillissement de la population que si on saisissait aussi le lien étroit avec la chronicité croissante des maladies. Car effectivement, et c'est ce qui a été présenté avant, l'allongement de l'espérance de vie, qui s'explique grâce aussi à l'évolution des prises en charge des traitements, il est essentiellement aux grands âges. Et donc, effectivement, on vit plus longtemps, on a vocation à vivre plus longtemps aujourd'hui,
Mais vieillir plus longtemps, ça ne veut pas dire que ce soit en pleine santé ou en pleine autonomie. Et donc accompagner le vieillissement de la population, c'est aussi donc avoir un système de santé qui soit en mesure de prendre de mieux en compte la chronicité des maladies et des pathologies. Et je vous dis, c'est inverser le raisonnement sur un système de santé qui a vraiment été construit beaucoup sur la prise en charge plutôt de l'aigu, de l'épisode de soins, et qui soit aussi un système de santé et des personnes âgées qui puissent être soutenues par un système aussi social et médico-social qui puisse donner les moyens d'une autonomie ou de limiter l'impact de la perte d'autonomie. Et c'est pour ça que ce rapport, cet avis, mettait en évidence la notion qui aujourd'hui on utilise tous couramment, mais qui à l'époque n'était pas du tout utilisée aussi couramment, la notion de parcours de la personne âgée, et mettait en avant toute l'importance des enjeux autour de la coordination entre les professionnels de santé, mais aussi la coordination entre les prises en charge sanitaires et sociales, et avec une attention plus particulière sur les situations les plus complexes. Donc quand on dit ça, ça veut dire aussi sortir d'une logique où, en tous les cas, qui fonde encore largement le système de santé, d'intervention ponctuelle à l'acte, pour une approche qui soit beaucoup plus globale et qui puisse articuler les interventions des uns et des autres dans une logique d'un plan plus global d'accompagnement et qui intègre la personne elle-même et en respectant ses aspirations. Et notamment, je pourrais faire un sondage ici, mais c'est la réponse, l'aspiration notamment à rester le plus longtemps possible à son domicile. Ce qui veut dire, quand on est sur cette logique-là, de se faire un peu pivoter le système de santé vers une approche beaucoup plus globale, c'est qu'on soit aussi capable de développer un travail qui soit beaucoup plus collectif entre les professionnels de santé, en équipe, parce que vous allez avoir on vit tous directement dans nos entourages, dès que la question de la multiplication des pathologies plus invalidantes ou de la perte d'autonomie se pose, tout de suite, c'est effectivement, on se tourne sans doute vers le médecin traitant quand il y en a un. Mais derrière, c'est aussi tout de suite des aides à domicile dans toute leur diversité. Ça va peut-être être l'intervention d'une infirmière, l'intervention d'un kiné. On va avoir toute une catégorie de professionnels qui vont devoir intervenir. Et l'idée, c'est que demain, ils interviennent plus en équipe dans le cas d'un collectif que individuellement, ponctuellement, comme aujourd'hui, c'est encore très souvent le cas. L'autre enjeu, c'est aussi de savoir mieux faire travailler ensemble. Et là, c'est vraiment un défi, je pense qu'une de nos plus grosses marges de progrès, le champ de la santé et le champ du social et du médico-social. Je dirais, on construit côté santé, on construit pas mal aussi côté social, médico-social et un peu entre les deux, mais qu'on réussira à construire ensemble, là, c'est beaucoup plus compliqué, et d'autant plus compliqué qu'en plus, les autorités responsables de ces différents secteurs ne sont pas les mêmes. Dans les enjeux aussi, c'est aussi faire reconnaître les fonctions de coordination. Et alors, faire reconnaître des fonctions de coordination, notamment par des professionnels de santé, enfin, je pense que pour des travailleurs sociaux, c'est pas non plus mieux, c'est pas d'une évidence totale. C'est aussi accepter de voir émerger des nouveaux métiers. On entend souvent parler, par exemple, de la pratique avancée, des infirmières en pratique avancée, qui permettent d'assurer un suivi au long cours des personnes par délégation d'un médecin. En tout cas, pour aujourd'hui, pour l'instant, c'est par délégation d'un médecin, et donc ils sont formés pour pouvoir effectivement suivre des personnes qui présentent des pathologies chroniques stabilisées, ce qu'on dit stabilisées, de pouvoir assurer un suivi régulier. Et pour ça, ces infirmières en pratique avancée font 2 années d'études de plus par rapport à la formation initiale d'une infirmière. On a d'autres formes de nouveaux métiers qui émergent avec de plus en plus la nécessité de prendre en compte les pathologies chroniques en lien directement avec le vieillissement. Et ce qui a été dit aussi, c'est aussi de développer et promouvoir une démarche de prévention tout au long de la vie. Alors, une fois qu'on a dit ça, la vie le dit très bien, hein, je reprends l'élémentaire, mais une fois qu'on a dit ça, on mesure aussi tout l'enjeu que ça représente aujourd'hui. Notamment, et je l'ai dit au départ, dans un contexte aussi de ressources humaines qui rend le maintien et l'accès aux soins de proximité de plus en plus difficile,
Je ne reviens pas sur les problèmes de démographie médicale, qui quand même conditionne de plus en plus le fait de pouvoir avoir à disposition un médecin traitant, alors que dans beaucoup de nos approches, on va dire que le médecin traitant doit être au cœur de la coordination, mais encore faut-il en avoir un, et un qui soit en plus disponible. Et de façon plus globale sur l'ensemble des filières de soins et des filières sociales et médico-sociales, un vrai problème, je pense que Stéphane Corbin y reviendra sans doute par la suite, parce qu'il vit ça aussi au quotidien, problème d'attractivité et de fidélisation sur les métiers du social et du médico-social, et je dirais en particulier dans cette période post-Covid. On avait un problème déjà structurel d'attractivité, mais dans cette période post-Covid, on voit que sur ces métiers-là, qui ont des contraintes, parce que ça veut dire, notamment quand on est dans des structures, un fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, plus la pénibilité de ces métiers, on voit la difficulté de pouvoir attirer des jeunes professionnels et les garder. Dans les défis aussi, c'est comment faire fonctionner, par rapport à ce que je disais comme enjeu, c'est aussi les systèmes de financement, qui aujourd'hui sont des systèmes de financement totalement séparés et qui surtout valorisent encore largement l'intervention individuelle de chacun. La plupart des professionnels de santé en ville, ils sont financés à l'acte. Donc, eux, leur intérêt, c'est de faire des actes. Or, vous avez compris qu'avec ce qui a été évoqué précédemment, ce qu'on a intérêt, nous, c'est à faire intervenir des équipes et que c'est le bon professionnel qui intervient au bon moment, selon le besoin à un moment T donné, ou voire même qu'il puisse déléguer à d'autres professionnels une intervention. Mais dans un système de financement à l'acte, ça veut dire que c'est perd de l'activité et donc des revenus. Donc, c'est faire émerger effectivement des financements beaucoup plus collectifs et qui reconnaissent aussi les fonctions de coordination et ce que représente la responsabilité d'un accompagnement et d'un suivi au long cours. Alors dans les sujets aussi très basiques qui peuvent bloquer largement ces coordinations et ces accompagnements globaux, il y a aussi les systèmes d'information qui sont clairement... qui sont souvent pensés séparément et même non communicants. Parce qu'à la limite, ils pourraient être pensés séparément, mais si on réussissait à les faire communiquer, ce serait moins gênant, ce qui n'est largement pas le cas aujourd'hui. Et donc là, effectivement, pour accompagner une personne dans ses différents besoins, il faut pouvoir partager l'information. C'est déjà là à la base, et pouvoir accéder à cette information à chaque fois qu'on est amené à intervenir, ce qui repose largement sur les systèmes d'information. Alors, ce n'est pas en même temps que je vous dis que l'exercice est difficile, ce n'est pas pour autant qu'on ne s'y attelle pas. On ne regarde pas juste le vieillissement et on attend je ne sais pas quoi, 2050 ou 2070 pour commencer à avoir un fléchir. Heureusement, on essaye effectivement d'accompagner les évolutions telles qu'on les voit venir. Donc, on essaye de travailler justement à faire naître des collectifs de travail, comme je vous disais, sur les territoires. Par exemple, c'est un des enjeux autour de la constitution. Alors, je suis désolée pour ceux qui ne sont pas familiers des systèmes de santé, mais les communautés professionnelles territoriales de santé, je ne suis pas sûre que ça va parler à tout le monde, mais c'est l'exemple typique. Sur un territoire donné, tous les professionnels de santé du territoire, essayer de les faire retrouver autour d'un projet commun et d'une sorte de réseau de professionnels de santé, quel qu'il soit, un médecin, kiné, sage-femme, sage-femme serait moins utile dans le cas présent, mais infirmière, tous les pharmaciens, tous les professionnels de santé sur un territoire, les faire travailler ensemble autour d'un projet et justement autour de la coordination aussi d'intervention autour des personnes de ce territoire. C'est un des enjeux des communautés professionnelles territoriales de santé qui sont aujourd'hui fortement soutenues par l'assurance maladie et les agences régionales de santé pour amener les professionnels de santé à travailler ensemble, et qui a l'intérêt aussi de les structurer de cette façon-là, c'est aussi de donner des interlocuteurs aux autres acteurs, notamment aux acteurs aussi du domicile et aux acteurs du secteur social, pour qu'ils aient des interlocuteurs pour essayer ensemble de trouver des cadres de partage et de coordination. On essaye aussi de développer ce qu'on appelle les fonctions ressources sur un territoire, c'est-à-dire tout ce qui va aider à venir soutenir les acteurs du territoire. C'est pour ça que là, on essaye d'accompagner certains EHPAD, donc maisons de retraite, pour qu'elles évoluent vers une transformation en tant que centres de ressources territoriaux, donc ce qu'on appelle les CRT,
qui ont vocation justement à venir, à n'être plus simplement des établissements, mais à venir soutenir avec leurs ressources les acteurs du domicile et les acteurs de la ville sur un territoire donné. Là, aujourd'hui, en Auvergne-Rhône-Alpes, on en a 5 et dans les 3-4 prochaines années, on devrait aller jusqu'à 60 de ces EHPAD qui, en fait, viennent et s'ouvrent pour venir soutenir les acteurs du domicile. Dans la même chose, sur les fonctions ressources, vous avez, précédemment, il y avait les MAIA ou les plateformes territoriales d'appui, et aujourd'hui, c'est les DAC, les dispositifs d'appui et de coordination, qui viennent soutenir cette fois-ci les professionnels dans les situations les plus complexes. Je crois qu'il y a quelqu'un des DAC qui intervient derrière, Absolument. qui vous expliquera beaucoup mieux que moi ce qu'il en est. Dans les sujets sur lesquels des travaux aussi, il y a tout ce qui est sur l'orientation des personnes âgées, de leurs proches, les aider, les faciliter aussi leur accès aux droits ou la mobilisation de toutes les ressources concrètes à leurs besoins. Donc aujourd'hui, ça s'appelle ça les CLIC, ou les maisons départementales de l'autonomie. Et puis demain, ça va peut-être s'appeler, et là aussi je l'ouvrirai sur la prochaine conférence, ça se s'appellera peut-être demain les services publics territoriaux de l'autonomie. Pour autant, là, j'insistais beaucoup plutôt sur le volet du soutien à domicile. Il faut pouvoir se dire quand même aussi, parce que c'était quand même effectivement la question qui était posée, mais il faut se dire aussi que toutes les personnes ne pourront pas toujours rester à leur domicile. Donc nous, dans nos chantiers, il y a aussi le fait qu'on doit aussi penser l'établissement ou aussi les allers-retours entre établissement éventuellement et domicile. Donc ça veut dire aussi pouvoir savoir apporter des ressources médico-soignantes qui sont nécessaires aux EHPAD, pouvoir apporter aussi aux établissements l'expertise sanitaire dont elles peuvent avoir besoin. Et ça, le Covid, ça a été une bonne leçon pour nous tous, où il a fallu effectivement... On a pris beaucoup plus conscience du besoin de soutien sanitaire aux EHPAD, tout ce qui est en matière, par exemple, d'hygiène, d'accompagnement de la fin de vie ou sur l'expertise gériatrique. Donc là, on essaye de capitaliser sur ce qu'on a dû mettre en place en urgence dans le cadre de la crise Covid et qu'on essaye aujourd'hui de pérenniser. C'est aussi toutes les filières d'accès direct des personnes âgées aux services hospitaliers sans passer par les urgences. Parce qu'on sait tous très bien que rester 10, 15, voire 48 heures sur un brancard aux urgences, ça ne va pas améliorer la situation de la personne. C'est aussi tout ce qu'on va pouvoir travailler effectivement sur rendre plus possible les allers-retours entre domicile, hôpital, médico-social. Ça peut être aussi par le soutien par exemple aux hébergements temporaires. Et puis c'est aussi, sans ne pas oublier, le soutien et les solutions de répit qu'on peut faire aux aidants aussi. Ça a été rappelé, de plus en plus de personnes sont appelées à être aidants, et sans doute dans cette salle déjà beaucoup le sont. Mais une fois qu'on a dit tout ça, je voudrais aussi finir par rappeler, et ça a déjà été dit, et je pense que ça va être rappelé encore plus fortement par mon voisin, que le défi du vieillissement, ce n'est pas un défi seulement pour le système de santé, le système social ou le médico-social. C'est vraiment un défi pour l'ensemble de la société. Ça a été rappelé, on est quelques-uns dans cette salle à avoir directement œuvré pour une loi d'adaptation de la société au vieillissement. Chacun des termes de cette loi du titre de cette loi a été pensé, parce que c'est bien tout l'enjeu. Face à une population qui sera de plus en plus âgée, penser la politique de l'habitat, du transport, de l'urbanisme à cette aune, c'est devenu indispensable. Et c'est ça qui rendra aussi possible le fait de répondre à l'aspiration forte de rester à son domicile. C'est aussi savoir multiplier toutes les solutions intermédiaires, comme l'habitat intergénérationnel, l'habitat inclusif, les résidences seniors, les résidences autonomie, toutes les solutions intermédiaires qui permettent de sortir du blanc ou noir dans lequel on est très souvent aujourd'hui encore entre l'EHPAD et le domicile. Et je redis l'exemple que j'utilisais beaucoup quand j'étais en charge de ces sujets au cabinet du Premier ministre. Quand vous travaillez sur l'accessibilité d'une ville, vous travaillez aussi bien pour la personne âgée que pour la personne en situation de handicap, que pour le jeune parent avec la poussette. Donc vraiment, je pense que c'est comme ça qu'il faut aussi prendre ce sujet-là
même si ma responsabilité et d'autres ici est celle d'abord de penser l'adaptation du système de santé. Merci beaucoup Cécile. Voilà, après le constat posé par Amélie Cambois, on voit bien que ce sujet du vieillissement, et sans aller sur... on va revenir sur ce que tu as dit à la fin, effectivement que c'est des enjeux sociétaux et qui vont bien au-delà du système de santé, mais pour le système de santé lui-même, le système médico-social, c'est déjà des enjeux fondamentaux, des enjeux en termes de politique de prévention, des enjeux comment réformer un système qui était conçu pour le soin aigu, comment faire que les gens travaillent mieux ensemble, voilà, des enjeux. Je crois que sur les constats, on est tous autour de cette table, et Anne-Marie ne va pas me démentir, d'accord sur ces sujets. Et comme a dit Cécile, il y a des éléments qui se mettent un peu en place, hein, et pour autant, enfin, on est quand même aussi pas mal à avoir le sentiment que, bon, c'est encore un peu limite par rapport aux enjeux qui sont devant nous, quoi. Alors, c'est un peu là-dessus que je veux t'interroger, Anne-Marie, c'est un peu, donc, toi, ton sentiment, et pourquoi, toi qui, notamment, comme j'ai évoqué, a été auprès du président de la République, alors certes, dans une période très particulière, évidemment, toutes les énergies étaient concentrées vers le sujet de la crise sanitaire, ça, bien sûr, mais on a quand même la perception que, donc, alors que les constats, je pense, sont bien identifiés, ce qu'il faudrait faire, on a quand même du mal à embrayer suffisamment pour aller vers tout ceci. J'en ai d'ailleurs qu'un exemple, enfin, on ne peut pas parler avec des professionnels et avec des gens qui sont sur ce sujet pour qu'ils évoquent le sujet des formations, donc des formations initiales, notamment des professionnels. On a dit qu'il faut mieux travailler ensemble, etc. Qu'est-ce qu'il en est dans les formations initiales aujourd'hui ? Bon, je crois pouvoir dire qu'on n'y est pas encore, enfin, donc sur ces sujets-là. Donc on a l'impression, effectivement, que c'est quand même très compliqué. Voilà, mais ta perception, Anne-Marie. Merci beaucoup. Je crois que nos deux intervenantes nous ont donné les ingrédients pourquoi la politique publique sur le vieillissement est plus difficile peut-être que la politique publique de la petite enfance sur les 1000 jours qu'on a pu circonscrire, ou que la politique publique sur le droit de faire des études en France, où on sait qu'il y a peu de droits d'inscription. Voilà, on sait quand est-ce qu'est la sélection. Elle est à un moment donné du parcours, pas à l'entrée. On a des repères comme ça. Et sur le vieillissement, la politique publique, qu'est-ce que c'est une politique publique ? C'est la façon dont l'État, avec l'aval de son pouvoir législatif, de son Assemblée nationale, de son Sénat, dit qu'il va organiser un sujet. Donc je l'ai dit tout à l'heure, la politique publique de la toute petite enfance, elle est passée devant l'Assemblée nationale, le Sénat, ça a donné la politique des 1000 jours, et on trouve dedans des choses aussi diverses que la gestion de la dépression du postpartum de la maman qui vient d'accoucher, que la surveillance du tout petit, que la question de la maternelle ou la question des vaccins, etc., etc. Et c'est difficile, le vieillissement, parce que, moi, je dirais qu'il y a 3 raisons. En tout cas, je l'ai vécu avec 3 difficultés majeures. La première, c'est que qui dit vieillissement de la population, qui dit politique publique correspondante, dit plusieurs ministères. Déjà, quand il n'y a qu'un ministère, c'est compliqué de faire passer une loi qui a besoin d'argent et qui a besoin de coordination de beaucoup de choses. Vous imaginez quand il y en a plusieurs. Si on se disait là, tous ensemble, quels sont les ministères qu'il faut mettre autour de la table pour faire une politique publique sur le vieillissement, eh ben, tu l'as vu, mais je l'ai vu à Matignon, j'ai vu Édouard Philippe donc réunir tous les ministres concernés par le vieillissement, ben, il y avait quasiment le Conseil des ministres. L'alimentation, l'agriculture, la circulation, le logement, il n'y avait pas l'intérieur. Bon, je crois qu'il n'y avait pas l'intérieur. Bon, je ne dis pas que c'est pas plus mal, hein, c'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Mais il y avait quasiment tous les ministres. Et donc ça, je pense que c'est la première raison. Ça a l'air d'être un petit sujet comme ça. C'est pas un petit sujet comme ça. C'est très compliqué de faire des lois lourdes, portées par plusieurs. Or, moi, je considère que c'est une victoire politique que
la question des personnes âgées, tout comme des personnes en situation de handicap, soit sortie du giron du ministère de la Santé. Parce que c'est aussi une des raisons de notre retard. C'est parce que très longtemps, le ministère qui savait parler des personnes âgées, c'était celui qui s'occupait des gens malades. Et donc, de là à faire des relations très vite, parce que ça va plus vite, personnes âgées, malades, dépendance, ça vous a donné les 2 piliers de la politique publique, qui est, je m'occupe de la dépendance et je ne m'occupe pas encore de l'autonomie, c'est pas pareil, je vais y venir, et puis je m'occupe des soins, et avec le privilège, hélas, du grand âge qui me concerne, ma génération de directeurs d'hôpital a été celle qui a construit la médecine spécifique de la personne âgée, la gériatrie. On a installé des services dits de gériatrie aiguë, c'est-à-dire de médecine gériatrique avec des médecins formés, compétents pour appréhender le diagnostic, la prise en charge des personnes âgées, parce que ce n'est pas le même du tout sur un plan physiologique, métabolique, que de l'adulte de 40 ans. Donc, c'est une victoire qu'on les sortit du ministère de la Santé. Ils sont dans le même bâtiment. On espère tous qu'ils se parlent. Je ne doute pas qu'ils se parlent. Et s'ils ne se parlent pas beaucoup, ça continue à illustrer la difficulté de ce sujet-là. Mais c'est parce que en étant un ministère spécifique, on peut attraper les questions spécifiques du sujet âgé. Alors, c'est difficile parce qu'il y a plusieurs ministères. C'est difficile ensuite parce que, comme Emmanuel l'a montré dans sa première intervention, le danger représenté par le volume des personnes âgées, on a toujours vu qu'il était plus loin. Et tout à l'heure, Dominique vient de dire, d'ailleurs, et là il a raison, c'est loin, pas si loin que ça, en 2030, nous aurons à gérer un espèce de petit tsunami de ces personnes âgées qui vont entrer dans leurs 80 ans ou leurs 85, je ne me souviens plus, leurs 85, et c'est là que tout ce qui n'est pas arrivé avant va commencer à se dégrader. Mais le vieillissement, ça a ça de particulier, c'est que c'est demain. Et quand vous êtes, quand vous devez passer des lois compliquées devant un Parlement qui est là pour 5 ans, si vous ne vous y prenez pas tout de suite, vous n'avez plus que 3 ans pour le faire passer, tout ça c'est très compliqué, parce qu'on le sait, le politique, bien sûr qu'il est là pour défendre l'intérêt général, mais en même temps, tout ce qui lui simplifie l'aspect sur le court terme et sur le lendemain, il va le privilégier. Et c'est compliqué l'histoire du vieillissement parce qu'il faut s'occuper aujourd'hui de comment vont vivre et vieillir des gens dans 20 ans. Mais dans 20 ans, vous ne serez plus député, vous ne serez plus ministre, vous ne serez plus président de la République. C'est d'autres qui le seront. Et donc, ce n'est pas que tous ces gens-là nient les besoins du futur, c'est qu'ils sont rattrapés par les événements. Je prends un exemple qui est que Dominique Libault est celui qui a permis à la France de mettre de côté une petite cagnotte pour pouvoir s'occuper justement qu'on ait un peu d'argent dans un tiroir côté assurance maladie pour pouvoir créer maintenant une 5e branche, c'est-à-dire pouvoir financer sur notre système de protection sociale tout ce qui ne peut pas être financé par les finances publiques telles qu'elles sont ou par les finances personnelles des individus. Mais quand on met de côté cette cagnotte, elle est très importante, la cagnotte. Mais simplement, on est rattrapé par le problème de la gestion de la dette publique. On est rattrapé par le quoi qu'il en coûte du Covid qui a été nécessaire et qui va coûter cher à notre génération, aux générations futures. Et donc, comment est-ce qu'on concilie tout ça ? Donc, plusieurs ministères, une durée qui est devant nous, souvent devant nous. Et puis, le 3e sujet, c'est que toutes les sociétés n'ont pas le même regard, le même abord culturel sur les seniors. Et donc, vous le savez,
en Italie, en Espagne, dans les sociétés méditerranéennes, on fait venir vieillir les seniors chez soi. On ne les laisse pas tout seuls. Il se trouve que la France a eu un développement économique, un développement urbain qui lui a fait quitter la ruralité, quitter un certain nombre de petites communautés, et on s'est retrouvé avec des personnes âgées plutôt isolées. Alors, il me reste encore combien ? 5 minutes. Bon. Donc, s'il me reste 5 minutes. Ça, c'est pourquoi c'est difficile. La deuxième grande chose de pourquoi c'est difficile, c'est peut-être parce que on a trop longtemps pensé collectif et pas assez individuel. Emmanuelle disait tout à l'heure qu'elle préférait, je crois, si j'ai bien compris, le terme vieillissement de la population à cette formule bien vieillir, qu'on utilise aujourd'hui. Et moi, je pense que c'est parce qu'on ne s'est pas suffisamment occupé du bien vieillir de l'individu qu'on se retrouve avec des impasses aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est bien vieillir ? Bien sûr, c'est tout ce qu'a dit Cécile sur quand on est malade, la prévention des maladies chroniques, l'hébergement, l'organisation, la coordination. Je vais vite là-dessus. Cécile en a beaucoup parlé. En France, on a plein d'organismes et plusieurs organismes qui s'occupent des personnes âgées. Notamment, on a le département qui s'en occupe, l'ARS qui s'en occupe. Les tarifs ne sont pas les mêmes, les règlements ne sont pas les mêmes, la vision n'est pas la même. Or, la politique publique, il faut qu'elle ait une vision, qu'elle ait un objectif et qu'elle porte la coordination. Donc, c'est déjà très, très compliqué. Mais ce qui est compliqué en plus, c'est que quand on parle de l'objectif populationnel, on a eu tendance en France à négliger un certain nombre d'aspects individuels. Or, le bien vieillir, c'est plusieurs aspects qui doivent être travaillés aujourd'hui pour que vous, les jeunes, vous soyez mieux dans 40 ou 50 ans et que vous vieillissiez mieux et que nous ayons un retour sur investissement. Parce que Dominique a raison, il faut dépenser parfois un peu d'argent pour faire de la prévention, mais il ne faut pas oublier qu'on a après un retour sur investissement. Comme je l'ai dit, ce retour sur investissement, malheureusement, s'agissant du vieillissement, il est 20 ans après ou 30 ans après, et donc celui qui l'a mis en place ne le voit pas, on va lui garder son nom, et c'est tout. Alors, le bien vieillir, c'est plusieurs facteurs que nous découvrons aujourd'hui. Aux États-Unis, le professeur Linda Fried, qui est une dame qui est la doyenne d'une très grosse faculté de santé publique à côté de New York, elle dit aujourd'hui, en dernière analyse, il y a 2 éléments fondamentaux au bien vieillir. C'est lutter contre la sarcopénie. La sarcopénie, c'est une maladie du sujet âgé, on l'a tous, qui fait fondre les muscles et du coup qui fait qu'une personne âgée est plus fragile dans sa mobilité, dans sa marche. Plus elle est fragile dans sa mobilité, moins elle marche, et plus elle est fragile dans sa mobilité. Comme ça, on est tranquille. On prend une personne âgée qui est pas trop mal, mais comme on ne sait pas s'en occuper chez elle, on la met à l'EHPAD, et comme à l'EHPAD, il n'y a pas un prof de gym derrière chaque résident, et il n'y a pas un kiné derrière chaque résident, on est sûr qu'elle va perdre de sa capacité à se mobiliser et à marcher. Alors, cette Linda Fried, elle dit, il y a 2 piliers fondamentaux du bien vieillir. Le premier, c'est lutter contre la sarcopénie, la perte de la masse musculaire, et ça passe par la lutte contre la sédentarité. À partir de 30 ou 40 ans, elle commence il y a longtemps, parce que votre état physique de 80 ans, vous héritez de celui que vous avez vous-même fabriqué il y a 40 ans. Et ensuite, il y a un deuxième pilier qu'elle appelle la perte de l'estime de soi. Perdre ses muscles et perdre l'estime de soi, c'est ça qui fait plonger dans la dépendance. Et elle dit en dernière analyse, et on comprend bien pourquoi, parce que rien qu'avec ces 2 sujets, on voit qu'on peut dérouler toute une partie de la politique publique sur
bien vieillir dans notre société. Alors, cette bonne santé, elle nécessite donc de la prévention. Et comme l'a dit Cécile, et comme l'avait dit donc Denis Piveteau en 2012, notre problème aujourd'hui de tsunami de la transition démographique, c'est celui du vieillissement et celui des maladies chroniques, puisque nos personnes âgées ont des maladies chroniques, c'est normal, puisqu'on n'a pas eu en France de politique de vieillissement des maladies chroniques il y a 30 ans, donc on récupère aujourd'hui ce qu'on a semé, et manque de bol, quand on est une personne âgée, on n'a pas une maladie chronique, mais en règle générale, on en a 3, et donc c'est très compliqué pour se faire traiter, se traiter soi-même correctement, ça prend beaucoup de temps, et on est soumis à la décompensation. Donc, ce sujet, bonne santé, c'est celui du bien vieillir qui suppose de la prévention et de la compréhension des besoins de la personne âgée. Ce sujet de la perte de l'estime de soi, c'est la question de l'utilité. Et donc, l'utilité sociale, elle va aller chercher la question du non à l'isolement, de pouvoir être capable de s'occuper des petits-enfants, de pouvoir avoir une fonction dans la société. Et aujourd'hui, on a des expériences d'habitat intergénérationnel entre des seniors qui viennent louer des tout petits bouts d'appartements, voire des chambres avec ensuite des structures collectives qu'ils partagent avec des étudiants, parce que l'idée, c'est que chacun apporte ce qu'il peut amener à l'autre, hein, même si c'est dire bonjour et parler du journal et de l'actualité matin et soir. La question de l'autonomie, c'est une question que nous n'avons pas assez travaillée. Nous avons beaucoup travaillé sur la dépendance et nous n'avons pas encore assez travaillé sur l'autonomie. Et donc, vous direz tout à l'heure ce que vous me disiez sur la gestion du risque. Hein, je trouve ça absolument formidable. Et nos personnels, nos professionnels, parce qu'il n'y a pas que des médecins qui sont des spécialistes aujourd'hui du sujet âgé, ils savent davantage parler de l'autonomie, s'occuper de l'autonomie, et s'occuper de l'autonomie, c'est également attraper le sujet de la dignité. Qu'est-ce que la dignité du sujet âgé ? On voit bien la dignité sur le sujet âgé qui va faire ses commissions, qui est chez lui, qui est lent, donc il ne faut pas trop le bousculer, qui prend beaucoup de temps pour faire les choses, qui radote un petit peu, qui a du mal à se bouger. Mais quelle est la dignité de celui qui perd son autonomie? Elle se manifeste comment? Et puis on va encore plus loin. Quelle est la dignité du sujet qui a perdu toute sa mémoire, mais qui a encore de la conscience et qui a encore des émotions et de l'affection? Donc, bien sûr, il y a des travaux sur ces sujets. Ce qu'il faut, c'est que ces travaux deviennent des orientations et soient partagés en termes de compétences. Et puis, comme le disait Dominique tout à l'heure, un des sujets fondamentaux pour le maintien au domicile est celui des métiers. Et en fait, celui des métiers, on l'a découvert vraiment, il y a beaucoup de gens qui en parlaient, les métiers, les compétences, mais en fait, au moment du Covid et de la crise du Covid, se sont révélées toute une série de questions. Notamment, s'est révélée la question de l'isolement des personnes âgées, et s'est révélé le fait que quand on était isolé du virus, donc on ne mourait pas contaminé par le virus, mais on pouvait mourir de solitude. Et donc, ce sont des choses que tout le monde aurait dû savoir, que tout le monde devait savoir, mais il a fallu concilier des choses un peu inconciliables aussi à ce moment-là. Mais la question des métiers de ces personnes, la plupart du temps des femmes, pas que, mais la plupart du temps des femmes, qui travaillent avec des amplitudes horaires qui peuvent aller jusqu'à 12-13 heures par jour, puisqu'elles sont rémunérées à l'acte, à l'horaire, à la personne, et qu'entre deux personnes, il peut y avoir 1 heure de décalage. Donc, avec un coût moyen horaire, parfois pas du salaire, mais du paiement à l'horaire, qui est très bas, et avec une difficulté pour les augmenter, parce que quand Mme Bourguignon a voulu augmenter une partie de ce secteur, de la branche de l'aide à domicile,
l'État a dit je vais donner de l'argent aux départements parce que je sais que les départements n'ont pas assez d'argent. Et puis il y a des départements qui ont dit moi j'ai autre chose à faire que faire ça et je ne le ferai pas. Et donc on retrouve les mêmes difficultés qu'évoquées tout à l'heure. Donc cette question des métiers, et en fait, il faut la reprendre à la formation initiale, mais également à la formation continue. Qu'est-ce qui serait idéal ? Ce qui serait idéal, c'est que les jeunes gens qui sortent d'un diplôme qui n'est pas le baccalauréat, qui est souvent un brevet d'études sociales, qui vont s'occuper de personnes âgées chez elles, puissent se dire, si j'en ai envie, et si je le veux, je pourrais devenir infirmier. C'est ça, en fait. De sorte à pouvoir, avoir cette première fonction qui soit attractive, avec des jeunes qui acceptent de le faire, et puis qu'ils sachent que cette brique de leur expérience va leur servir à quelque chose, et que s'ils ont X années d'expérience, eh bien, ils vont pouvoir entrer dans une formation qui leur permettra de devenir aide-soignant ou infirmier et pourquoi pas kinésithérapeute. On en est loin, on l'a attrapé, mais c'est très compliqué. De même qu'il faut qu'on se départisse du fait que ce qui définit le métier de l'aide-soignante à l'EHPAD ou de l'aide-soignante au domicile, c'est pas le nombre de toilettes qu'elle fait dans une heure. C'est la qualité de la relation qu'elle aura entretenue avec la personne. Et à l'issue du Covid, le président de la République a souhaité que l'on puisse rémunérer dans la semaine les heures dites de café des personnes qui vont au domicile, de sorte à pouvoir, y compris, leur dire à elles, ces personnes, qu'elles ne sont pas là que pour faire 4 toilettes à l'heure ou 5 toilettes à l'heure. Donc voilà, moi je termine en disant que moi je suis relativement optimiste parce que depuis une vingtaine d'années, d'abord il y a des initiatives formidables, il y a des rapports formidables. Le rapport de 2018 sur Bien vieillir est un rapport qui était holistique, qui était complet, il parlait de tout dedans. Il y a plein de professionnels qui savent se servir de tout ça et puis qui savent mettre leur expérience au service justement du bien vieillir. Et maintenant, il faut que ça fasse système. Et pour que ça fasse système, moi, je ne sais pas si nous aurons une grande loi qui parlera de 1000 articles, parce qu'il faut peut-être 1000 articles pour couvrir tout le sujet du bien vieillir. Mais en tout cas, il faut être pragmatique et il faut les faire si c'est petit bout par petit bout, c'est pas très grave. Si demain, dans quelques mois, on arrive à faire passer le service territorial de l'autonomie et qui va vous être expliqué, c'est absolument formidable parce que ça fait 20 ou 30 ans qu'on l'attend. Si on arrive à faire multiplier les habitats intermédiaires à côté des EHPAD, que les EHPAD, progressivement dans les départements, puissent se projeter au domicile des personnes pour qu'elles restent chez elles, mais on leur apporte l'expertise gérontologique et que tout ça arrive à faire système sur le territoire, ce serait absolument formidable et c'est comme ça qu'on progressera. Voilà. Merci beaucoup Anne-Marie. Alors, tout ça, je sais qu'on a un petit sujet de temps, mais s'il y a des questions tout de suite, donc n'hésitez pas. Oui, et puis ensuite, on va passer à l'intervention de Clément, parce que donc on n'a pas Linda Fred avec nous, mais donc en fait, on a Clément Bruxveld, et en fait, moi, je trouve les initiatives dont vous avez parlé, oui, elles travaillent sur la sarcopénie, elles travaillent sur l'estime de soi d'une certaine façon, et donc, et comme l'ont dit tous les intervenants, toutes les intervenantes d'ailleurs, ce sujet d'appel à d'action des pouvoirs publics, c'est un sujet sociétal et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aussi. Et c'est, voilà, je voulais terminer cette table ronde avant qu'on enchaîne ensuite sur le service public d'autonomie sur des notes un petit peu aussi optimistes et de dire finalement qu'est-ce qu'on peut faire nous par rapport à ce sujet. Donc dans un instant Clément, mais des questions d'abord. Alors. Oui, bonjour, merci beaucoup pour vos interventions éclairantes. Je m'interrogeais sur le sujet des proches aidants qui a été évoqué par les différentes intervenantes.
importante. Et du coup, je m'adresse surtout à Madame Cambois. Je me demandais s'il y avait des projections. Vous avez parlé de l'évolution des temps de vie. Il y a un moment donné où quand on va devenir parent, on va devenir proche aidant de nos parents. La grand-parentalité, on va arriver à un âge où il ne pourra plus y avoir la même entraide intergénérationnelle. Est-ce qu'on a des projections sur le temps des aidants, sur l'impact que ça va pouvoir avoir sur les actifs, en fait, et du coup, comment ça va aussi avoir un impact sociétal sur ce volet-là? Alors, je ne pense pas être la seule à pouvoir répondre à ces questions, mais il y a beaucoup de travaux sur les aidants et sur la complexité d'appréhender ce sujet, parce que l'aidant, en premier lieu, c'est le conjoint. Parce qu'il y a, et de plus en plus, puisque je le montrais, l'espérance de vie des hommes et des femmes augmentant et celle des hommes augmentant un peu plus vite, on vieillit de plus en plus à deux. Et encore une fois, pour une personne qui a besoin d'aide, en fait, c'est en premier lieu l'aidant qui est encore là, le conjoint, pardon, qui est encore là pour l'aider. Et là, on a une problématique de vieillissement de l'aidant qui a, grosso modo, le même âge à quelques années près que la personne aidée. Ensuite viennent les enfants. Et il y a beaucoup d'analyses de comment se complètent toutes ces façons d'aider et tous ces acteurs de l'aidance. On voit par exemple que lorsque on passe non pas aux conjoints mais aux enfants, c'est beaucoup les filles qui aident. Alors de plus en plus, on dit c'est moitié-moitié filles et fils. Mais quand on regarde plus en détail, ce n'est pas pour les mêmes activités. Donc il y a l'esprit des fils qui coordonnent les rendez-vous médicaux et puis les filles qui font le ménage et voire la toilette. Il y a aussi, est-ce que ces aidants-là qu'on voit aujourd'hui, comment ça se passe par rapport à l'activité professionnelle? Mais encore une fois, les problèmes arrivent après 80 ans. Donc l'activité professionnelle, tout dépend. Ça va dépendre de quelle famille on parle et de quelle génération est encore au travail quand les parents ont des difficultés et doivent être aidés. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que les aidants aujourd'hui sont donc les aidés de demain, le plus tard possible certainement, mais avec une évolution des parcours et des contextes de vie tellement différentes qu'on a un peu de mal à se figurer aujourd'hui si les personnes qui aident vont pas faire tout pour que ce ne soit pas leurs enfants ou leurs conjoints qui deviennent leurs aidants. Et il y a des enquêtes là-dessus qui montrent que la propension à prendre une assurance dépendance est d'autant plus forte qu'on est soi-même aidant, d'une part, et d'autre part, on a des générations de baby-boomers, encore une fois, qui vieillissent et qui ont d'autres aspirations et qui vont être probablement, on l'espère, mieux préparés et avoir plus anticipé ces difficultés, parce qu'il y a le souci de dire, mais justement, ça ne peut pas être ma conjointe, ça ne peut pas être mon conjoint, ça ne peut pas être mes enfants. Et donc, c'est très difficile aujourd'hui de projeter ce qui va se passer. On sait le nombre d'aidants. On sait à peu près de quoi il retourne, qu'est-ce qui fait qu'un enfant est aidant ou pas. Ce qu'il sera dans plusieurs générations, enfin quand les générations actuelles d'aidants vont vieillir, c'est très complexe à anticiper. Et je trouve que dans tout ce qu'on a entendu, si je peux me permettre, c'est aussi comment les gens s'approprient les dispositifs qu'on met en place, que ce soit de l'aidance à proprement parler, que ce soit des logements intergénérationnels. Et c'est toute la difficulté, parce que ceux qui décident, à peu près par définition, on va dire, ce n'est pas ceux qui sont aidés. Et que, par exemple, les logements intergénérationnels, on a vu des difficultés où les gens n'ont pas spécialement envie de partager leur appartement avec un jeune. Donc c'est une bonne idée sur le papier, mais voilà, les logements autonomie avec un personnel médical sur place ou qui aide, on voit que les gens sont très contents de se sentir en sécurité. Par contre, ils ne s'approprient pas du tout les espaces communs et ils n'ont pas très envie d'être forcés à voisiner avec ces autres vieux, puisque c'est tous les autres qui sont vieux en général, c'est pas soi. Et donc, en fait, on met plein d'idées sur le papier, mais il n'y a pas vraiment de manière de savoir si les gens vont se les approprier, et encore moins quand on parle d'une génération qui a connu des parcours de vie et qui sont très différents des personnes aidées aujourd'hui. Y a-t-il une autre question ?
Oui, monsieur. Oui, bonjour. Vous venez de parler des espaces ou des logements intergénérationnels. Qu'en est-il du développement des habitats participatifs ? Où là, la démarche est collective dès le départ, où différentes générations décident d'être ensemble, donc ils ne subissent pas, comme on disait, les autres vieux. Voilà. Je sais parler des petites structures. Alors, de plusieurs générations, moi, je ne sais pas en parler. Je sais dire que depuis 2018-2019, on commence à avoir sur le territoire toute une série d'initiatives qui sont des initiatives qui tournent autour, qui ne sont pas la résidence senior. Hein. La résidence senior, c'est un peu la colo quand même. Hein. J'ai une chambre avec une salle de bain et puis le restaurant et l'endroit où on joue aux cartes. Bon. Et donc, et d'ailleurs, il commence à y avoir un tassement de l'activité, m'a-t-on dit, dans ces résidences-là. Ce que je sais pour en avoir visité et pas mal sur le territoire quand j'étais à la Haute Autorité de Santé, ce sont des initiatives qui sont portées par des maires la plupart du temps, de petites résidences, de petits ensembles entre 8 et 10 logements. 8 et 10 petits logements, hein, qui sont des trucs de vie au rez-de-chaussée avec un jardin, et avec une population qui peut être tout à fait sensibilisée à voir errer des personnes qui sont perdues, qui ne savent pas où elles sont et qui donc les ramènent, et une ou deux personnes qui sont là tout le temps, puisque en même temps qu'on a construit les logements, on a construit un logement pour qu'il y ait une personne qui puisse être là avec sa famille. Hein. Donc il y a des groupes dont je ne donne pas le nom forcément, mais il y a des groupes qui se sont un peu spécialisés dans ça. Et ça marche assez bien parce que un des groupes auxquels je fais référence, qui est un groupe national, a commencé à implanter ça. Et lui, il dit qu'il accepte des personnes de GIR 2, c'est-à-dire des gens qui sont quand même assez dépendants. Hein. Donc il peut pas en avoir, on se doute qu'il ne peut pas en avoir 8 s'il y a 8 personnes de GIR 2, mais s'il y a 6 personnes qui pensent qu'elles ne peuvent plus vivre chez elles et qu'elles puissent vivre dans cet endroit-là, ça, c'est bien. Cécile, et puis ensuite, il faut vraiment qu'on donne la parole à Clément. C'est juste pour dire, moi ce que je ne crois pas, c'est qu'il n'y a pas une solution idéale, une solution unique. Si on recherche encore la seule solution, je pense qu'on se trompera. Et que en fait, là, moi ça fait 20 ans maintenant que je vois le développement des politiques médico-sociales, parce que les politiques en faveur des personnes âgées, elles sont assez récentes, hein, contrairement aux politiques de santé. Quand j'ai commencé ma vie professionnelle, on était encore aux sections de cure médicale. Faut voir la condition dans laquelle on accompagnait les personnes âgées. Et inversement, on a fait énormément progresser sur la médicalisation avec la création des EHPAD, etc. Mais à l'inverse, je dirais on est peut-être allé trop loin justement, et c'est ce que je disais tout à l'heure sur un peu ce blanc-noir le domicile EHPAD. Je pense que ce qui est important, c'est d'offrir plusieurs solutions, plusieurs options, de laisser en imaginer plusieurs, parce qu'en fait, les besoins des personnes ou les aspirations des personnes, elles sont différentes. Et penser à leur place ou penser avec son propre regard sur la façon dont on voit son vieillissement peut amener à des erreurs aussi par rapport à ça. Il y a des personnes qui considèrent qu'ils ne supportent pas l'isolement social, vont avoir besoin d'être dans quelque chose de plus collectif. C'est une des raisons qui amène à aller vers des structures. Il y a des personnes qui ne veulent pas de ça. Il faut prendre en compte vraiment tout le type d'aspiration et surtout les rendre possibles. Et je trouve qu'on est encore beaucoup enfermé dans des discussions en termes de nombre de places d'EHPAD, de nombre de places d'accompagnement et autres. Et on devrait beaucoup plus effectivement réfléchir à ces différentes possibilités et les rendre possibles. Alors, dans l'intergénérationnel, il y a le logement, mais pas que. Et justement, je passe la parole à Clément. Bonjour à toutes et à tous. J'ai combien de temps parce qu'il est... On va essayer de terminer dans 10 minutes, un quart d'heure. Ok. Merci de me donner la parole. J'ai plein de choses à dire. En fait, vous avez bien préparé le terrain pour mon intervention. Moi, je suis là parce que j'ai fait un tour du monde à la rencontre des vieux du monde entier en 2017. Et la réaction des gens quand j'ai eu cette idée, c'était de dire c'est super que tu voyages autour du monde. Par contre, pourquoi tu as choisi ce sujet, la vieillesse, tu vois?
tu vas pas un peu t'ennuyer avec tous ces vieux, c'est pas un peu morbide comme sujet? Et je trouve que ça en dit long sur le regard que porte la société sur le vieillissement. Et c'est vrai que tout ce qu'on dit là, tous les dispositifs qu'on imagine, les politiques publiques, etc., elles resteront vaines si on reste dans notre société en tant que citoyen sur cette vision du vieillissement qu'on réduit à la dépendance, à la maladie, comme on l'a dit, au déclin, et que dès qu'on parle du mot vieux, ce qui nous vient en tête, c'est de l'anxiété et rien d'autre. Et l'anxiété, enfin, si je veux faire un parallèle, je trouve que ce que vous avez dit sur la difficulté à faire des politiques du vieillissement, c'est extrêmement complexe. C'est un peu comme l'écologie, enfin ce qu'on essaie de faire. C'est extrêmement complexe, c'est demain, donc et puis il y a une forte anxiété, on a une sorte de fatalisme qui nous pousse à finalement pas agir. Et donc la raison d'être de mon projet, elle suit un peu un autre projet. Je ne sais pas si vous avez vu un documentaire qui s'appelle Demain sur l'écologie, où Cyril Dion s'est dit bon bah ce sujet, tout le monde reste immobile comme ça paraît une fatalité énorme, on ne sait pas par quelle boule prendre. Il s'est dit, c'est en montrant des initiatives concrètes, des choses positives, qu'on va donner envie aux gens de se saisir de ce défi, de faire des choses. Et moi, c'est un peu pareil. Je me suis dit, voilà, le vieillissement, ça paraît comme un énorme tsunami comme ça qui va nous tomber dessus dans notre société et on ne peut rien y faire, etc. Et en fait, il y a plein d'initiatives concrètes qui se créent en France, autour du monde. Et c'est en montrant ça que d'abord, ça va amener un peu d'optimisme. On est un peu condamné à l'optimisme parce que si on fait rien, ben il n'y a pas de solution qui vont être trouvées. Et ça va donner, moi, ça m'a donné envie de vieillir, en fait, de rencontrer tous ces gens autour du monde. Donc déjà, moi, ça m'a convaincu. Mais ce que j'ai essayé de faire, c'est de le partager aussi. Et donc, ce projet, il a pris la forme de vidéos. Donc, on a rencontré plein de projets autour du monde positifs qui vont dans le bon sens, qui valorisent le rôle social des plus âgés, qui rapprochent les générations. Et on a voulu le partager à l'ensemble de la société. On a choisi la vidéo, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on consomme de plus en plus l'information via la vidéo, et notamment ma génération, les jeunes, sur les réseaux sociaux. Et on avait envie de donner la parole aux plus âgés dans un espace médiatique où ils ne sont pas très présents, et avec cette image-là plus positive, parce qu'on leur donne la parole, on les montre tels qu'ils sont, et finalement, on avait envie de créer un peu ce déclic parmi plein de citoyens, de se dire, moi aussi j'ai envie de créer du lien, je sais pas, avec la personne âgée qui est dans mon immeuble, à qui je parle jamais, en fait je pourrais lui adresser la parole, peut-être qu'elle a plein de choses à me transmettre, avec mes grands-parents, peut-être que je vais leur poser des questions, récolter leur mémoire, et aussi donner envie de créer des projets, de se dire, bah finalement, même ma vie professionnelle, elle peut être tournée autour de ça. On parle de l'attractivité des métiers du grand âge, une partie de la solution, c'est ça aussi, c'est de donner du sens à ces métiers, et au fait de créer du lien avec les plus âgés. Donc le projet que j'ai fait, c'était pour participer un peu à cette nécessité qui est de changer le regard sur le vieillissement et du fait qu'une grosse partie de la solution, elle va venir de la mobilisation citoyenne autour du sujet, de l'intention qu'on porte chacun à ce sujet, qu'ensuite la politique publique doit faciliter ce dynamisme, doit le structurer, mais si on n'a pas cette envie de vieillir, cette envie de créer du lien avec les plus âgés, on va avoir du mal à imposer, parce que le bien vieillir, c'est un grand mot, mais les gens, ils ont pas envie qu'on leur impose des choses, qu'on leur dise tu dois vivre comme ci, tu dois vivre comme ça. On doit leur donner envie de vivre comme ci et vivre comme ça. Et donc c'est, selon moi, en montrant des exemples inspirants qu'on peut le faire. Donc voilà, comme je peux parler vraiment du sujet pendant des heures, mais ce qui parle le plus, c'est les images qu'on a pu tourner autour du monde. Ce que j'ai préparé, peut-être en guise de conclusion, et si j'ai le temps, je reviendrai un peu dessus, c'est des extraits de reportages qu'on a pu faire autour du monde qui vont donner une idée de tout ça. Ouais, il y a des sous-titres, alors peut-être qu'on pourra suivre, mais... Ouais. Allez, Simone, tu me passes à moi le ballon. C'est rigolo. Bon. Alors, si vous voulez, je commente les images s'il n'y a pas le son. Ah, ok. Oui. Je sens toutes les douleurs que j'avais. C'est dingue, mais c'est vrai. Hein. J'avais mal dans les articulations des genoux. Ben, depuis que je fais du foot, je ne sens plus rien. L'entraîneur est jeune et vraiment il est gentil, il est doux. Il nous apprend de se servir du côté du pied. Moi, je ne savais pas. Hein. La technique
La technique Ah, la du foot, technique. c'est la technique. Et après, bon, quand ils voient que la technique, on en a marre aussi, donc ils nous associent aux jeunes. Alors là, on fait comme eux, on saute, je sais pas, ils ont plein de petites choses à faire. Moi, je savais pas que une professionnelle, ça existait. Moi, je croyais que 35 ans, t'arrêtes ta carrière. Et ça m'a fait apprendre des choses et tu continueras. la gentillesse des mamies. Voilà. mi resama mi heɓi duuɓi 13 mi resida ka heɓaymi 14 ɗo mi heɓi ɓiɓɓe e mi wiyaɓe yoɓe toppito jande maɓɓe nde enen e museji ɗin min wawa yewtudude ɗum min yaha min tawayaɓe ka lekko min yewtaɓe nde yewtere e yoɓe toppito jande maɓɓe nde suka debbo ƴettatake jangi janga ƴettatake awande heɓude duuɓi 17 ka bintaɗa ɗon mi yahaymo wata wonu minen on min janngali école sukaɓe amen ɓe wona kadi kañum kadi majjuɓe ɓe janngali ko nden fedde men woni e daranade e faade fii mawɓe fedde mawɓe rewɓe moƴƴuɓe ɓe. Es gibt jeden Tag etwas Gutes zu essen. Selbstgekochtes Essen, das hält die Menschen zusammen. Jeden Tag ist das Haus offen, von morgens bis abends, für alle Menschen, egal welcher Kultur, welches Geschlecht, welchen Alters, welcher Bildung. Jeder Mensch darf mitmachen, sodass der große Teil der Mitarbeitenden tatsächlich Menschen sind, die über das Haus sich qualifiziert haben, die ihre Kompetenzen eingebracht haben. Wir kümmern uns umeinander. Dann gelingt es an jedem Ort. Das ist das Geheimnis. Wir leben in einer Welt, wo eben die 3 Generationen nicht mehr zusammenleben, sondern getrennt sind. Um ein Kind zu erziehen, brauchst du ein ganzes Dorf. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das eine Grundkultur für den Zusammenhalt der Gesellschaft ist. Und es ist eine Gelegenheit, dass Menschen, die sich nicht kennen oder nicht kannten, Beziehungen entwickeln, die ähnlich sind wie in einer Familie. Und das nennen wir Wahlfamilien. Alte Menschen, die mit allen 3 Generationen zusammen leben können, die sind wirklich glücklich. Es ist auch billiger. Glückliche Menschen sind weniger krank. Sie bleiben erst noch mal sehr lange in ihrer gewohnten Umgebung, können sich noch sehr gut selber versorgen in diesem Unterstützungssystem, wie wir das anbieten. Wir regeln das im Rahmen von Nachbarschaftshilfe. Alles ist an einem Ort. Und es schafft große Beweglichkeit, gerade für die ältere Generation, aber genauso für die Generation von Eltern mit kleinen Kindern. Also wir haben im Schnitt etwa 600 Menschen jeden Tag. Ich habe immer mit meinen Bedürfnissen begonnen. Erstmal der Raum für die Mütter mit den Kindern, dann die Älteren, dann die Dienstleistung. Es entwickelt sich immer aus dem Kleinen heraus und nicht von top-down. Und ich habe Menschen getroffen, die sind 3 Jahre lang immer nur mit 5 Leuten zusammen gewesen und haben die anderen nur beobachtet. Und auf einmal sagen sie, oh, wir können auch noch mehr. Jetzt wollen wir hier Italienischkurs anbieten oder ich kümmere mich um die Kinder. Voilà, donc je peux revenir juste en 2 minutes sur ces 3 initiatives. J'ai décidé de les montrer. La première, c'est pas de dire toutes les personnes âgées devraient faire des choses extraordinaires, se mettre au foot, etc. Mais je trouve que cet exemple, un peu décoiffant, il montre un peu l'étendue des possibles. Il permet un peu de remettre en question quand même un regard que la société porte sur le vieillissement et qu'on peut aussi internaliser à mesure qu'on vieillit. On peut se dire, ça c'est pas de mon âge, ça c'est pas fait pour moi. Et finalement, quand on voit des exemples comme ça, on peut se dire, cette chose-là que j'ai toujours envie de faire, finalement, pourquoi pas moi aussi. Et voilà, et à chacun de trouver après ses envies, ses aspirations. Mais c'est de donner l'envie d'oser de faire des choses, de se projeter. Et c'est comme ça qu'on va avoir cette estime de soi. Voilà. C'est en restant dans des activités qui vont nous amener le fait d'être entouré. Et ces Mamie Foot, c'est des grand-mères sud-africaines qu'on a rencontrées, qu'on a fait venir en France et on a monté cette équipe de femmes
françaises, et pour continuer à jouer parce qu'elles s'étaient passionnées pour ce sport, elles ont trouvé comme solution d'aller démarcher les clubs locaux. Et donc c'est aussi l'ouverture des institutions vers les plus âgés. Là, c'est un directeur d'école de foot comme ça qui s'est dit bah oui, je vais leur proposer 2 places dans cet entraînement avec des jeunes. Et du coup, c'est de l'intergénérationnel qui a du sens parce que finalement, on oublie un peu les âges, même si on sait qui est âgé, qui est jeune, mais on est tous portés par quelque chose en commun. Donc la question à se poser, c'est qu'est-ce qui rassemble les générations et comment créer un intergénérationnel qui puisse être assez spontané, assez naturel. Ensuite, la deuxième initiative que j'ai montrée, elle part beaucoup du rôle que les plus âgés peuvent jouer auprès des plus jeunes. Et donc là, bon, bah, c'est quelque chose qu'on voit au Sénégal sur des défis qu'il y a dans ces villages-là, mais la question qu'on peut se poser, c'est voilà, sur quels sujets les plus âgés peuvent être considérés comme légitimes, sur lesquels ils peuvent être écoutés, ils peuvent avoir de l'influence, et ça peut être finalement des leviers pour approcher les générations aussi, et créer un lien entre générations. On ne voit pas seulement la personne plus âgée, c'est un de nos travers, comme un bénéficiaire, un objet d'assistance, parce qu'on voit tout à travers le médical, le médico-social. Donc on se dit c'est des personnes fragiles, vulnérables, il faut s'occuper d'eux, il faut les aider, il faut faire des trucs thérapeutiques. Mais finalement, bah, c'est beaucoup plus fort quand le lien, il amène cette estime de soi, ce sentiment d'utilité, ce sentiment d'être inclus dans la société, et ça passe par des initiatives autour de la transmission. Donc c'est très important et c'est des choses qu'on a beaucoup explorées et qu'on a importées en France. On a un projet qu'on développe en Rhône-Alpes justement qui s'appelle Cher Ami, où c'est des seniors qui aident des jeunes à apprendre et à pratiquer la langue. Donc là, c'est voilà, des seniors qui sont mobilisés comme des bénévoles qui vont aider, qui vont transmettre une culture, une mémoire d'un territoire. Et finalement, le dernier, je l'ai montré parce que ce lien qu'on veut pérenne, qu'on veut spontané, qu'on veut naturel, il ne peut pas se faire s'il n'y a pas de lieu où on peut se rencontrer comme ça. Enfin, on voit bien dans nos villes, on vit séparés, comme elle le dit, c'est très dur de se rencontrer, c'est très dur de créer du lien. Et du coup, de comment on pense l'habitat, comment on pense la ville autour de soi, comment on pense les services de proximité, c'est très important. Et là, on voit un exemple de lieu très réussi où elle a réussi à nous communiquer aussi toutes les recettes selon elle qui fait que ce lieu va être investi par les personnes du quartier, de la bonne cuisine maison et puis le fait de démarrer très petit comme ça avec vraiment les citoyens et que c'est à eux de trouver les réponses aux propres besoins qu'ils ont chez eux et c'est comme ça que la mayonnaise va prendre justement. Voilà, et on a exploré aussi le grand âge, enfin la question de la perte d'autonomie et là c'est un peu pareil, hein, c'est comment apporter de la vie dans les lieux même quand ils sont médicalisés. Et même si on ne reste pas chez soi, c'est comment faire de ces lieux-là aussi des chez-soi. On va se sentir, on va pouvoir préserver son identité, on va pouvoir avoir des amis, un environnement affectif, et on va continuer à vivre jusqu'au bout, quoi. Voilà. Merci beaucoup Clément. Merci à vous d'avoir suivi cette première conférence autour du sujet du vieillissement avec cette note optimiste que je souhaitais pour la fin et qui, je crois, peut tous nous inspirer. Merci de votre attention et on se retrouve donc une pause donc à 16h où là, on a déjà identifié qu'il faut mieux travailler ensemble donc, sur un territoire, se décloisonner, tout ça pour faire face à ces enjeux. Et c'est l'enjeu du service public territorial de l'autonomie qu'on va explorer avec différents intervenants donc, dans cette deuxième table ronde très complémentaire de celle-ci. Donc pause et on se retrouve à 16h. Merci beaucoup.